Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission des sanctions et du Collège de l'AMF, chers amis, je suis naturellement très heureux de m'exprimer devant vous sur des sujets que, comme vous l'avez rappelé, j'ai longtemps vécu comme acteur et qui continuent de m'intéresser, notamment en ma qualité de président du Haut Comité juridique de place. Cependant, je dois l'avouer en commençant, en préparant cette intervention, je me suis aperçu que la prudence aurait dû me conduire à répondre négativement à l'invitation que vous m'avez aimablement transmise cet été, pour deux raisons. La première, c'est que je dois révéler un conflit d'intérêts. En définitive, en préparant ce dossier, et je remercie la DICS de m'avoir donné toutes les décisions que vous avez citées, Madame la Présidente, je me suis aperçu que le président de la commission spécialisée ou du collège qui avait été à l'origine de la lettre de notification de grief n'était autre que moi-même dans la quasi-totalité. Donc, on peut penser que j'étais, en tout cas, pas en défaveur d'une poursuite. Donc, je tiens à le dire. Deuxièmement, je me suis aperçu qu'il y avait une grande difficulté à parler devant des spécialistes qui vont s'exprimer dans les deux tables rondes. L'une sur la définition, les contours de l'information, l'autre sur les conséquences et la définition de la notion de détention, qui sont des sujets majeurs de cette matière, sans tomber dans l'insignifiance ou en déflorant le sujet qui va être traité. Donc j'ai essayé de surmonter cet obstacle en vous donnant une vue générale basée sur une expérience certes longue, mais forcément subjective, de l'évolution des règles en France et dans l'Union européenne en matière à la fois d'utilisation de l'information privilégiée et d'information financière à la charge de l'émetteur, qui est un aspect très très important du sujet. J'essaierai de donner ma vue sur les progrès effectués, mais aussi sur les obstacles qui continuent d'être rencontrés. Alors, j'aurai trois remarques principales. D'abord, un bref rappel historique de cette matière. Aujourd'hui, l'infraction d'utilisation d'informations privilégiées ou le déni d'initié paraît évidente. Et comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, elle est traitée depuis longtemps, et bien avant même l'AMF, et à la fois en France et dans d'autres pays. Mais il est aussi important de comprendre que cette infraction est beaucoup plus récente que les marchés financiers eux-mêmes. C'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, les marchés financiers ont vécu sans cette notion. C'est assez paradoxal. En France, c'est seulement la jeune commission des opérations de bourse au début des années 70 qui a été à l'origine de la loi qui a introduit le délit d'initié. Et quand on regarde la situation en Allemagne, c'est seulement en 1994 qu'a été introduite cette notion. Longtemps, on trouvait des économistes qui jugeaient que celui qui utilisait une information privilégiée apportait de l'information au marché. Donc, c'est évidemment une considération morale qui a prévalu peu à peu, et dans la période récente, qui représente quand même quelques dizaines d'années, parce qu'on cherchait à élargir à un public plus vaste l'accès au marché, et que l'importance de la notion de confiance dans le marché était de plus en plus importante, et c'est elle qui gouverne l'évolution de la matière récente, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. En même temps, il faut comprendre que sur le plan pratique, cette évolution juridique n'a de sens et n'a de portée véritable que si on résout convenablement la question de la détection de cette infraction. Et c'est un sujet qui est extrêmement difficile, qui est de plus en plus technique et de plus en plus spécialisé. Quand je suis arrivé à la commission des opérations de bourse il y a maintenant à peu près 20 ans, la surveillance se faisait notamment en lisant les coupures de presse. Depuis, on a des systèmes informatiques de détection. On traite dans une équipe spécialisée à l'AMF. Je ne pense pas qu'on ait abandonné cette pratique. Au contraire, on la pousse pour essayer de détecter des signaux d'alerte. L'évolution des marchés, leur électronisation, leur internationalisation a rendu cette démarche de plus en plus nécessaire. Aussi, elle s'accompagne de la nécessité d'une coopération entre régulateurs, parce qu'un régulateur seul
même très technique, même très compétent, sur beaucoup de dossiers, n'est pas en mesure de traiter complètement la question de savoir s'il y a eu utilisation, possession et utilisation d'informations privilégiées. Il y a donc tout un champ que je vais naturellement faire qu'effleurer, d'une coopération étroite entre d'abord les régulateurs de l'Union européenne, rassemblés au sein de l'ESMA, et avec des décisions dites de niveau 1, c'est-à-dire au niveau des États et de la Commission, qui introduisent la nécessité de cette coopération. J'y reviendrai, avec idéalement, et même nécessairement à mon avis, la constitution sous l'égide de l'ESMA d'une interconnexion des bases de données des différents régulateurs. On avait initié cette démarche il y a déjà plusieurs années. Je ne suis pas sûr qu'elle est complètement encore aboutie, parce que techniquement, c'est très difficile. Mais une Union européenne qui a un système de détection et qui veut vraiment lutter contre l'usage dans tous ses marchés, et donc unifier véritablement, doit parvenir à ce traitement, à ces systèmes de détection, selon la vue que j'en ai. Je veux rappeler aussi, et même si Michel Prada n'était pas là, je l'aurais fait, la nécessité d'une coopération mondiale. On a tout un édifice qui a été construit à partir de ce qu'on appelle dans le jargon le MMOU de la IOSCO, c'est-à-dire l'accord général qui permet des échanges d'informations entre les différents régulateurs. Et maintenant, pour faire bref, pour être membre titulaire à plein pouvoir de l'OICV, de la IOSCO, il faut avoir signé ce MMOU dont les contours ont été définis par une commission il y a maintenant presque pas tout à fait 20 ans, à la suite de la crise, par une commission qui était présidée par le président français, à savoir Michel Prada. Donc, et depuis, l'AMF, la COP puis l'AMF se sont constamment engagés dans la gestion de ces échanges d'informations entre régulateurs. Il y a de l'ordre de 4000 demandes et réponses entre régulateurs par an sur ce sujet. Donc voilà pour l'évolution et la nécessité technique sur le sujet que vous allez traiter dans un instant dans les deux tables rondes. Ma seconde remarque, elle porte sur un mouvement progressif, mais à mon avis majeur, d'élargissement de la notion même d'information privilégiée. C'était d'ailleurs très sensible, Madame la Présidente, dans l'exposé que vous avez fait des décisions récentes. Si on prend un tout petit peu de recul, et c'est un peu ma fonction dans cette introduction, au départ, insider dealing, c'était le mot qu'on employait le plus. Insider, ça veut dire à l'intérieur. Donc au départ, c'était une information privilégiée qui était détenue par les dirigeants ou par un cadre de l'entreprise dans la situation la plus fréquente, voire exclusive. Maintenant, on a toute une évolution, rassurez-vous, je l'évoquerai que d'un mot, qui vise à faire que on élargit à la fois la notion et l'identité des personnes qui sont susceptibles d'être responsables de l'utilisation d'une information privilégiée. Bon, c'est une évolution qui soulève d'importantes questions, et je ne pense pas qu'on soit au bout de l'évolution. Parallèlement, et ça c'est, je pense, très frappant, on a établi un lien de plus en plus étroit entre deux des trois principales infractions boursières au niveau pénal et au niveau de la régulation, à savoir le délit d'initié, l'utilisation d'une information privilégiée et les devoirs de l'émetteur en matière d'information. Pendant longtemps, ces deux corps d'obligations avaient certains liens, mais n'étaient pas directement reliés à mon sens. Et l'évolution récente, ça a été à la fois au niveau européen et au niveau français, de lier les deux. Et donc ce mouvement fait peser des obligations, voire des contraintes, ça sera peut-être dit dans une des tables rondes, des contraintes très très fortes sur les émetteurs. Parce que non seulement ils ne doivent pas laisser une information privilégiée être utilisée, mais ils jouent en quelque sorte un rôle de prévention par la discipline qui leur est imposée et qu'ils doivent s'imposer, donc à l'intérieur de leur entreprise, surtout dans les cas où une information sensible est détenue pendant un certain temps sans être rendue publique. Situation qui est absolument nécessaire parce qu'on ne peut jamais l'exclure. Une information ne naît pas
en une seconde, et donc il y a assez souvent une période plus ou moins longue avec des justifications plus ou moins importantes. Évidemment, dès qu'une information est publique, l'infraction d'utilisation d'informations privilégiées ne peut plus être poursuivie, donc c'est assez logique de faire ce lien, mais c'est important de voir que ça implique de la part des entreprises des mesures de discipline interne et une compréhension exacte des règles. Et malgré les efforts de la jurisprudence, je ne pense pas qu'on soit au bout d'un processus de clarification complet, surtout si les entreprises sont implantées dans plusieurs pays, parce que malgré l'unification de l'information, enfin l'effort d'harmonisation, on a encore des différences sensibles. Donc sur ce point, c'est important de voir que c'est le point sur lequel, au niveau européen, on a le plus travaillé par les textes MAD puis MAR, et là on a un processus, je crois, de révision de ces textes qui est engagé au niveau de l'Union européenne. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il me semble qu'il y a un contraste, et pour ne pas dire une contradiction, mais disons un fort contraste, entre l'effort mis au niveau européen sur la définition, toutes ces questions de conditions de détention, enfin les sujets les plus techniques qui vont être traités aujourd'hui, et l'application concrète de ces règles parmi les différents pays qui sont représentés au sein de l'ESMA. En effet, il est clair pour tous ceux qui pratiquent cette matière que les moyens concrets de détection dans les différents pays sont extrêmement différents, surtout que la définition des instances ayant une capacité de sanction est extrêmement hétérogène. Derrière, déjà, une distinction majeure entre les pays qui utilisent uniquement une approche pénale, ce qui était la situation française avant l'affaire Péchinet, Triangle, qui a introduit la possibilité pour la COP d'avoir des sanctions et qui ensuite a généré toute une évolution. On a des pays donc, qui ont uniquement une approche pénale, et en pratique, ce ne sont pas les pays qui sont les plus répressifs en matière et les plus actifs en matière d'information privilégiée, et les pays qui ont une dualité, c'est-à-dire à la fois pénale et de sanctions administratives. Et si on creuse un peu plus, la manière dont sont articulées ces deux procédures est très différente selon les pays, et d'ailleurs évolutive. Enfin, la situation française, je ne vais pas la rappeler, mais il y a une très très longue évolution juridique pour arriver à concilier ces approches. Et on est arrivé, je crois, à un système qui est beaucoup plus efficace, d'autant que les procédures pénales elles-mêmes, avec la création du parquet financier, ont certainement modifié complètement le paysage et les relations que le régulateur peut avoir avec les acteurs de la procédure pénale. Donc pour moi, c'est un grand paradoxe, et on voit très bien, et on l'a revu dans un récent débat auquel ont participé à la fois le président de l'AMF et Elisabeth Rögele, la responsable à la BaFin de tout ce secteur, hein, de la régulation de marché. Elle a clairement dit que pour elle, et c'est l'opinion dominante et quasi partagée par la totalité, je pense, des membres, que ces affaires de procédures de sanctions étaient trop liées à la culture juridique, à l'organisation interne du droit de chaque État, pour qu'il puisse y avoir une véritable harmonisation. Donc, pour conclure sur cette introduction, je pense qu'on a à la fois un problème d'effectivité de ce droit et de grandes différences dans l'application des règles, et on a également, à mon sens, un problème, même si on a beaucoup travaillé au sein de l'Europe, on a un problème d'harmonisation européenne sur les règles mêmes et sur la définition d'une approche raisonnable, d'un équilibre entre les obligations qui sont imposées aux entreprises et la nécessité d'avoir une répression. Donc je pense que c'est dans ces directions qu'il va falloir progresser pour avoir ce qui serait souhaitable, un système européen cohérent et à peu près d'égale efficacité dans l'application de ces textes et dans les messages adressés aux entreprises quant à leur comportement, quant aux précautions qu'elles doivent prendre. Et dernière remarque, c'est un autre sujet, il faudrait presque un autre colloque, si on regarde
le sujet depuis l'outre-Atlantique, c'est-à-dire depuis les États-Unis d'Amérique, on s'aperçoit qu'ils ont une vue encore assez sceptique de l'efficacité de nos systèmes européens, parce que les sanctions sont moins importantes et ils sont parfois déroutés par ce que je viens de décrire, c'est-à-dire la diversité des procédures. Donc clairement, pour moi, la marche vers un marché unique de l'activité financière, des services financiers, passe par de nouveaux efforts au niveau européen et par des efforts techniques de détection. Je vous remercie de votre attention.